bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Préalablement à toute éventuelle discussion pour une sortie de crise en Algérie, les partis d'opposition et la société civile algérienne posent des conditions. Ils exigent notamment la libération des détenus politiques. Les Zambiens s'insurgent contre la corruption qui gangrène les institutions du pays. Ils étaient des centaines à descendre dans les rues de la capitale Lusaka pour faire part de leur mécontentement aux autorités. Et puis le Rwanda souhaite maximiser sa production de café. Pour ce faire, les autorités multiplient les campagnes de promotion du café local afin d'inciter les populations rwandaises à consommer plus de denrées produites au pays des mille collines. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, deux poids lourds de l'ancien gouvernement de l'ex-chef d'État Joseph Kabila s'affrontent pour la présidence du Sénat. Soutenu par l'ancien président, l'ex-garde des Sceaux et chef rebelle Alexis Tambwe Mwamba est donné comme favori. Son challenger, l'ancien ministre de l'économie Modeste Bahati Lukwebo, qui est exclu du FCC, la formation de l'ancien président Kabila majoritaire au Parlement, se dit tout de même confiant quant à l'issue du vote qui aura lieu samedi 27 juillet. En Algérie, l'opposition et la société civile posent des conditions au dialogue proposé par le pouvoir, notamment la libération des détenus politiques et le départ du système au pouvoir, des revendications du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis 6 mois maintenant. Kamesh Katapoulé. Elles se sont réunies ce dimanche 21 juillet à Alger au siège du RCD. Les forces de l'alternative démocratique ont posé leurs conditions pour mener à bien le dialogue national proposé par Abdelkader Ben Salah pour préparer la présidentielle. Les partis ont en effet évoqué 4 points incontournables: la libération des détenus politiques, l'ouverture du champ politique et médiatique, l'arrêt immédiat du dispositif répressif et l'instrumentalisation de la justice et le départ de tous les symboles du régime. Sans cela, nous ne serons pas à la hauteur des aspirations populaires. Les noms, les mécanismes, les techniques, tout cela peut être réglé lorsqu'on aura répondu à la question politique centrale qui est: est-ce qu'on va réellement vers la démocratie ou vers un lifting? Autrement, recycler le régime actuel d'une manière ou d'une autre. Le 26 juin 2019, ces partis d'opposition avaient élaboré un pacte politique pour une véritable transition démocratique. Une transition démocratique nécessaire, selon eux, qui permettra aux Algériens de réfléchir au type de régime qu'ils veulent bâtir. Dans un esprit républicain, effectivement, on peut assez rapidement avoir un champ politique plutôt libre, ouvert, démocratique, installer une assemblée constituante qui définit une nouvelle constitution. Moi, j'ai envie de vous dire, en étant extrêmement enthousiaste, que ça peut se faire si les volontés sont réellement là. Dans la réalité, ça prendra peut-être plus de temps parce qu'aujourd'hui, les forces en présence et le rôle que l'armée a l'intention de jouer ne sont pas encore très clairement définis. Le 31 août 2019, les forces de l'alternative démocratique appellent à la signature d'une convention nationale, une convention qui tente d'apporter un début de réponse aux aspirations et aux réclamations du peuple. Ils étaient des centaines à descendre dans les rues de Lusaka, la capitale zambienne, le 20 juillet pour protester contre la corruption. Objectif, exhorter le gouvernement à faire un meilleur usage des deniers publics dans ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Iba Yakout. Des centaines de Zambiens se sont rassemblés samedi 20 juillet dans la capitale Lusaka. La cause, le lancement d'une campagne anti-corruption et contre le pouvoir du président Edgar Lungu. Les manifestants se sont retrouvés devant le Parlement, scandant des slogans et agitant des cartons jaunes. Le président Lunga n'a pas du tout tenu promesse parce qu'il a été élu sur des promesses de la lutte contre la corruption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la confiance entre la société civile, l'opposition et ce régime est rompue. 80% de la corruption en Zambie vient du secteur public, donc des fonctionnaires, des personnes haut placées, même des ministres. Le futur de la Zambie est prometteur. Ce pays est en train de sortir ou même se réveiller grâce à sa société civile. Laura Miti avait été brièvement arrêtée pour avoir manifesté en septembre 2017 devant le Parlement pendant que le projet de loi des finances de 2018 était présenté. Les manifestants dénoncent notamment l'achat prévu de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix d'$1 million chacun. Nous n'accepterons pas que notre pays soit détruit sous nos yeux. On ne peut pas continuer à avoir une minorité qui s'enrichit pendant que la majorité s'appauvrit. Ce pays est riche, mais le problème, c'est la manière dont il est gouverné. Le président zambien, Edgar Lungu, a été régulièrement accusé de corruption depuis sa réélection en 2016.
En janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères, Ari Kalaba, avait annoncé une corruption en dénonçant une corruption croissante au sein du gouvernement. Dans l'actualité également, ce lundi 22 juillet, l'Institut national de la statistique de Madagascar a annoncé qu'il rendrait public d'ici quelques semaines les résultats préliminaires du recensement général effectué en 2018. Des résultats très attendus que l'organisme devait publier il y a 8 mois déjà. Le dernier recensement de la population date de 1993. Le pays comptait alors 12,3 millions d'habitants. Un chiffre qui aurait plus que doublé aujourd'hui. 45 000 agents de l'Institut national de la statistique ont parcouru toute l'île l'année dernière pour recenser la population. Un budget de 26 millions de dollars avait été débloqué par les bailleurs de fonds à cet effet. Au Rwanda, les populations sont appelées à consommer le café local. L'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles, qui souhaite accroître la production du café du pays et développer sa consommation au niveau national, a décidé d'organiser des campagnes pour vulgariser cette culture chez les agriculteurs et inciter les populations à consommer le Made in Rwanda. Nelly Bessa. L'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles a organisé des campagnes pour vulgariser la culture du café chez les agriculteurs. Une initiative qui vise à promouvoir la consommation locale du café et à accroître la production de cette culture de rente. Le café dont les recettes annuelles d'exportation ont atteint 64,1 millions de dollars en 2017 n'est pas à la portée du Rwandais moyen. La décision du gouvernement viserait entre autres d'assurer cette intégration économique et de réduire tant soit peu l'extraversion de l'économie. Cela signifie que le Rwanda voudrait aussi diversifier les sources de ses recettes d'exportation, de telle sorte que le café ne soit pas la seule principale pourvoyeuse de devises étrangères. Cela permet ou donne au Rwanda la possibilité maintenant d'assurer son intégration économique à partir de l'activité agricole. Bien que le café rwandais soit l'un des meilleurs cafés au monde, sa consommation n'est pas ancrée dans la culture des populations. Cette culture représente une source importante de revenus pour les ménages caféicoles. En établissant un certain nombre de barrières à l'exportation du café, en renchérissant le coût d'exportation du café, les gens vont se retrouver avec des quantités de café qu'ils seront obligés de consommer impérativement. Et ça va rentrer dans leur culture petit à petit, jusqu'au moment où viendra le temps d'alléger plus ou moins ces protections douanières. Le gouvernement rwandais déploie des mesures d'accompagnement en faveur de près de 400 000 cultivateurs de café. Un programme a d'ailleurs été mis en place par l'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles afin de booster les exportations de café vers une croissance moyenne annuelle de 29%. La Banque africaine de développement va débloquer une enveloppe de 55,5 millions d'euros en faveur du PASPA, le projet d'appui au développement des chaînes de valeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture qui sera mis en œuvre en Guinée équatoriale. D'un coût d'environ 70 millions d'euros, cette initiative sera lancée à partir de janvier 2020 et durera 5 ans. Le PASPA a pour objectif d'accroître et de valoriser la production piscicole en Guinée équatoriale grâce au développement durable de la pêche industrielle, artisanale ainsi que de l'aquaculture. Siamlo Victor Assidji. En Guinée équatoriale, la Banque africaine de développement débloquera 55,5 millions d'euros en faveur du projet d'appui au développement des chaînes de valeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'initiative sera lancée à partir de janvier 2020 et durera 5 ans. 300 coopératives seront formées. Environ 50 micro, petites et moyennes entreprises sont prévues pour être créées. C'est un pays qui a énormément de potentiel sur le plan des ressources halieutiques. On a quand même été surpris de constater que la Guinée équatoriale, étant devenue un pays essentiellement pétrolier, avait oublié de diversifier son économie. Donc que la Guinée équatoriale le fasse aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Selon la BAD, la Guinée équatoriale peut produire par an jusqu'à 74 000 tonnes de poissons, mais ne fournit que 5 000 tonnes. Dans le cadre de ce projet, il est prévu 19 000 tonnes de poissons supplémentaires pour le marché intérieur. L'exécutif veut par ailleurs faire du pays un leader dans la fourniture de produits de pêche dans la sous-région. La Guinée équatoriale, dans l'immédiat, ce n'est pas possible parce que n'ayant pas de ressources techniques, les ressources halieutiques, les capter, les puiser, les transformer, les conserver, les distribuer, c'est l'idéal. Ce marché, justement, ça pourrait devenir un appoint pour le Cameroun au lieu d'aller importer partout ailleurs pour exposer notre compte de réserve extérieure. Fortement dépendante des hydrocarbures, l'économie équato-guinéenne est très tributaire de la chute de leur
leur prix qui a entraîné un repli du produit intérieur brut réel de près de 29% entre 2015 et 2018. En 2019, l'exécutif a mis le cap sur l'accélération de la croissance économique hors pétrole. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.